Bonjour à tous, bienvenue pour cette séquence spéciale Les Trois Sphères, en très bonne compagnie. On a avec nous les nouveaux membres du think tank. Alors, c'est quoi cette idée de think tank? C'est d'avoir des représentants d'univers différents, du monde médical, du monde scientifique, sociologique, du monde institutionnel, qui réfléchissent ensemble à comment réconcilier les trois sphères, la sphère médicale, la sphère professionnelle de santé en général, avec la sphère familiale, le patient, le fameux patient à mettre au centre, et avec les acteurs médico-sociaux qu'il ne faut pas oublier. Et finalement, le numérique peut être un moyen de créer du lien entre tous ces acteurs, entre ces trois univers-là. Et donc, nous cherchons à faire, au travers de ce think tank, à fédérer des visionnaires faiseurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un visionnaire faiseur? Et c'est quelqu'un qui imagine l'avenir, mais aussi qui va nous montrer le chemin, c'est-à-dire comment, dans la transformation du numérique en santé, on va très concrètement pouvoir franchir des petites étapes, voire sauter quelques marches pour finalement atteindre cet objectif. Et donc j'ai vraiment un très grand plaisir aujourd'hui de recevoir trois nouveaux membres dans ce think tank. Donc Lydie Canipel, qui est vice-présidente de la Société française de santé digitale, la SFSD, qui est aussi cofondatrice de l'Université de la médecine digitale, de recevoir le docteur Bernard Castells, qui est à côté de moi, et donc qui est radiologue, directeur innovation et transformation du CH de Valenciennes, et qui développe le principe de territoire de santé intelligent, ainsi qu'Henri Bergeron, qui est directeur de recherche au CNRS, au Centre de sociologie des organisations, membre de la chaire santé de Sciences Po, qui est spécialiste en politique de santé. Alors très concrètement, l'idée c'est aussi de présenter l'état des réflexions que vous portez, que vous animez dans vos activités. Alors du coup, je vous propose qu'on démarre par un tour de table. Donc je vais démarrer par Daniel qui est à côté de moi. Donc en quelques mots, Daniel, finalement, c'est quoi votre job de visionnaire faiseur au quotidien? Qu'est-ce que vous faites dans votre établissement? Comment est-ce que vous pourriez définir votre activité? Alors à Valenciennes, on développe depuis 3 ans une démarche de transformation numérique et des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors pourquoi la transformation numérique? Tout simplement parce que l'hôpital de Valenciennes est le support de 12 hôpitaux, donc c'est un territoire d'environ 800 000 habitants dans lequel l'état de santé est plutôt très dégradé avec énormément de morts prématurées selon les pathologies. Et donc l'idée de la transformation numérique, ça a été tout d'abord de mettre en place, de concevoir et de mettre en place le lien numérique entre les différents établissements, mais aussi avec les acteurs de ville et l'ensemble des acteurs de santé, de manière à ce qu'ils puissent s'échanger des informations. Ça, c'est la base. Ça paraît fou, ce n'était pas le cas avant? Ça paraît fou et c'est toujours pas le cas et dans beaucoup d'endroits. Le deuxième aspect, c'est l'intelligence artificielle avec la promesse de l'intelligence artificielle. Alors je passe pas de la promesse utopique, je parle de la vraie promesse pour le soin et la santé, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des données, et c'est pour ça que je parle souvent de territoire intelligent, parce que sans territoire intelligent, on n'a pas de région intelligente, on n'a pas de nation intelligente. Et dans la santé, probablement du fait de notre retard à mettre en place le numérique dans nos pratiques et nos organisations, c'est probablement une vérité encore plus évidente. C'est assez fou, parce qu'en fait, on est un pays de tech, hein, la France, on a des grandes entreprises de la tech, on est très fort dans le numérique au niveau mondial, on a des grands champions mondiaux, notamment du point de vue des entreprises de services informatiques, mais finalement, ce n'est pas encore bien diffus dans le monde de la santé. Du coup, Lydie, vous œuvrez depuis 2004, hein, je crois, donc depuis de très nombreuses années. Donc c'est quoi être un visionnaire faiseur dans le numérique en santé depuis 2004? Vous êtes très active hein, sur ces sujets-là. Alors, je ne sais pas si je suis visionnaire faiseur. Faiseuse, je ne sais pas si ça se dit. Faiseuse. Ce qu'il y a de certain, c'est que je suis quelqu'un qui a un sens pratique très développé.
Bon, donc en 2004, j'ai cofondé et dirigé un centre de recherche en diabétologie avec un visionnaire et nous pensions déjà à l'époque qu'il fallait intégrer dans le suivi des patients diabétiques un suivi, j'allais dire, par télémédecine. Je peux vous dire que quand vous me dites c'est quoi être visionnaire faiseur, c'est avoir une grosse armure pendant des années et accepter que l'on vous dise mais t'es pas humaine, c'est pas de la médecine, je peux pas soigner à distance comme je soigne en présentiel. Et donc il faut s'accrocher, tenir bon, avoir son idée, avoir sa vision, comme vous dites, mais pas seulement de rêver de sa vision, se relever les manches, et ça a été les premières études de faisabilité, études comparatives avec des bras différents, etc. Et à côté, on a vécu de ministère en ministère tous les freins qui étaient mis en place pour ne pas développer la télémédecine en France. Il y a 3 ans maintenant, où d'un seul coup, on passe au numérique, et puis je veux dire que la crise Covid, là, elle a mis tout le monde au pied du mur. Oui, donc, toutes les bonnes raisons de ne pas faire finalement depuis 2004, et puis là, tout d'un coup, toutes les bonnes raisons de faire depuis quelques mois. Oui, mais on peut faire mieux, j'allais dire. Mais déjà, on fait. Donc, on partage le point de vue de Bernard. Et du coup, Henri, alors, visionnaire faiseur au CNRS, à Sciences Po, c'est quoi très concrètement? C'est à la fois enseigner, mais c'est aussi diffuser ces bonnes pratiques avec une chaire, par exemple, pour pouvoir ouvrir vers des acteurs qui, eux, sont en première ligne sur la gestion de management du système de santé en France. Oui, alors, visionnaire, un sociologue est rarement visionnaire. Il a plutôt une activité d'étude un peu rétrospective sur ce qui s'est passé. Derrière. Il regarde derrière pour quand même aider à préparer demain, mais il regarde aussi derrière. Moi, je dirais que j'ai 3... donc, je suis sociologue des organisations, sociologue des politiques publiques, et il y a 3 sujets dans le numérique qui m'intéressent. Le premier sujet, c'est vraiment autour de la coordination, la coopération. Ça, c'est un sujet absolument clé dans le système de santé. Quand vous regardez Ma Santé 2022, vous vous rendez compte que le mot coordination, coopération est partout. Je dirais même que c'est une évolution d'énormément de politiques publiques. Ce sont des politiques de coordination et de coopération dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, dans plein d'endroits. Et moi, je m'intéresse de ce point de vue-là à la façon dont les technologies digitales, toutes, je vais prendre vraiment un terme très générique, contribuent ou pas à cette coordination entre professionnels, mais entre professionnels aussi et patients. Voilà. Il y a notamment en travaillant le mythe de la coopération est une conséquence facile, naturelle de la digitalisation, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Le deuxième axe, c'est... Pardon ? Non, je vous en prie. Non. Le deuxième axe, comme j'entends un petit écho, je ne sais pas si c'est... Le deuxième axe qui m'intéresse, c'est la digitalisation des organisations, l'accompagnement à la transformation des organisations, la conduite. Je le fais dans des organisations privées, mais aussi dans des organisations publiques. Là encore, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de résistance, aussi des luttes de pouvoir. On croit que c'est facile à digitaliser. Il y a des entreprises qui dépensent des milliers et des milliers, voire des millions d'euros en consultant pour rendre interopérables des bases de données, pour digitaliser les process ou mettre en place de l'intelligence artificielle pour simplifier un certain nombre de tâches. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et voilà, j'étudie tous, à la fois j'ai envie de dire les conditions qui rendent possible cette digitalisation et les obstacles qui la freinent. Et puis, troisième point qui est plus ponctuel, je viens de publier un livre qui s'appelle Covid-19, une crise organisationnelle. Et là aussi, on lance un gros projet de recherche sur, je dirais, tout ce que le Covid-19 fait à la transformation des soins à l'hôpital, mais aussi au nécessaire rapprochement hôpital, soins primaires, on l'a vu, c'est très important, et cliniques privées. Et là aussi, le digital va avoir un rôle très important qu'il sera intéressant d'étudier pour l'évaluer. Je suis responsable d'un laboratoire d'évaluation des politiques publiques en santé, et notamment, ça sera dans ce cadre.
C'est très intéressant. Alors, on retrouve un point commun finalement. J'ai envie de dire, docteur, finalement, est-ce que le numérique n'est pas un révélateur d'un mal plus profond du système de santé ou de son organisation? Est-ce que le numérique, finalement, ce n'est pas un moyen de mettre le stéthoscope sur cette problématique de coordination sur le territoire? Tout à fait. J'espère que ça peut servir d'autre chose que de faire des constats, parce que, évidemment, on vient de constater que notre système n'était pas au point. Ça, c'est clair, je pense que tout le monde l'a compris. Ensuite, entre le Covid-1 et le Covid-2, on voit bien que l'adhésion au numérique post-Covid-1 est complètement retombée dans les pratiques, et ça, je le vois in vivo, hein, là où je suis. On est passé de 85% de téléconsultations pendant la crise Covid-1 à 5% juste avant le démarrage de la crise Covid-2. Donc il y a vraiment des questions à se poser. Ce qui est intéressant dans le numérique, et je rejoins les propos qui ont été tenus là, c'est que avec le numérique, on va pouvoir faire coopérer non seulement les professionnels de la santé en général, mais on va pouvoir coopérer aussi avec les élus, avec les associations qui sont des associations sociales plus ou moins engagées, avec les entreprises privées qui ont des services qui peuvent être déployés sur les territoires. Nous, on est sur un territoire, je le rappelais tout à l'heure, où on a un état de santé qui est très grave. Deuxièmement, on a 3300 morts prématurés par an. Deuxièmement, on est le territoire qui, en France, consomme le plus de soins. Donc ça veut dire que plus on fait des soins, on n'est pas certain de mieux soigner les gens. Et donc, dans cette dynamique-là, il faut absolument que l'ensemble des acteurs qui touchent à la santé, on l'a déjà évoqué autour des tables rondes, c'est l'ensemble des acteurs est professionnalisé à un certain endroit et doit coopérer avec des autres acteurs, quels qu'ils soient. Voilà, il n'y a pas que les professionnels de la santé qui sont concernés. Ça concerne tout le monde finalement. Tout le monde. Et alors du coup Lydie, est-ce que le grand défi est-ce que c'est pas de ne pas attendre justement de s'organiser avant, penser à accompagner les professionnels, penser à l'outil, avant que ça nous arrive? Exactement. On est atteint d'un mal qui est un décalage, j'allais dire, entre le législateur et la réalité terrain. Donc, d'un côté, le législateur, il est entouré de conseillers, de tout un tas de gens extrêmement intelligents et qui le poussent à passer des textes de loi, etc., comme le passage en droit commun pour téléconsultation, téléexpertise. Et de l'autre côté, on ne se pose pas la question, est-ce que les professionnels de santé sont prêts? Comment on intègre les professionnels de santé en amont pour qu'ils ne soient pas confrontés? Je donne toujours un exemple quand je forme. Quand un chirurgien fait depuis 30 ans la même intervention chirurgicale, cette intervention, du jour au lendemain, évolue. Parce que la télémédecine ne change pas les métiers. On est tout le temps en train de répéter ça. Ce n'est pas vrai. Ça change les organisations. Donc, si vous ne mettez pas en place l'organisation en fonction de votre objectif de soins, le professionnel de santé ne peut pas exercer à distance dans un état de sensation de sécurité pour lui et son patient comme il le faisait en présentiel, sauf s'il est obligé, comme pendant la crise Covid. Et quand la crise est terminée, j'abandonne et je dis dans les études qui ont déjà été faites, par exemple par l'adresse, non, je ne peux pas faire pareil à distance que ce que je fais en présentiel. Tout simplement parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas mis les organisations en amont qui lui permettent d'exercer à distance comme en présentiel, et on ne l'a pas formé. Mon chirurgien dont je parlais tout à l'heure, si son intervention technique opératoire, il ne va pas ouvrir le ventre de la personne comme ça, il va se former, il va se préparer à sa nouvelle intervention. Eh bien, la télémédecine fait évoluer les pratiques professionnelles, et on se doit d'accompagner les professionnels de santé avant que de dire passage en droit commun, et on se doit de les former, et de les former pratiques. Donc, les étudiants qui arrivent à l'université me disent tous le premier jour, je ne pourrai jamais parler derrière un ordinateur comme je parle en présentiel. Et je prends toute leur anxiété à ne plus être en face-face. Quand on les met en situation, que l'on leur dit téléconsultation, ils disent oh, c'est génial, c'est exactement pareil.
Ils ont levé leur frein, mais on n'a pas préparé les professionnels de santé. Et tant qu'on ne passera pas par ce passage obligatoire, on sera confronté à une technologie qui va de plus en plus vite, qui bien souvent ne répond pas aux usages, en plus, parce qu'elle a été créée par un génie d'informaticien et pas un cerveau de professionnel de santé. Donc, elle ne va pas répondre obligatoirement aux usages. Elle va mettre le professionnel de santé en difficulté. Il va la repousser et il va continuer à faire, dans une journée sur bouquet, ce qu'il va faire et fait depuis toujours très bien, des consultations présentielles. On a l'intelligence artificielle demain. Il faut préparer nos professionnels de santé à l'évolution grâce à ces outils munis d'intelligence et non pas leur coller comme ça du jour au lendemain. Et l'intelligence artificielle, ce n'est pas un sujet que de demain, hein, c'est aussi aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure. Mais du coup, Henri, là, du coup, Lydie, elle prêche un peu pour votre paroisse d'une certaine manière. C'est un sujet de transformation des organisations pour accompagner ce déploiement. Ça ne va pas être juste rendre un outil accessible, disponible. Il va falloir aller un peu plus loin. C'est quoi le regard du sociologue? Est-ce qu'on est prêt dans le système de santé, dans les mentalités aujourd'hui, dans les instruments de formation au niveau national pour accompagner ce grand changement? Je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Moi, je voudrais rebondir deux choses, sur deux points à la suite de Lydie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, je vais redécoder à ma façon, et je me trompe peut-être une partie de ce qu'elle a dit, mais il y a certainement un effort de design thinking à faire. Parce que le design thinking, précisément, c'est comment on met à l'intérieur du processus de production le client final. Et c'est vrai que ça a commencé justement chez les concepteurs de programmes informatiques qui travaillaient dans leur coin sans se soucier de la réception de leur outil auprès de leurs clients finaux, qui s'amusaient à faire de beaux codes, comme on fait des belles démonstrations en mathématiques, et puis l'utilisateur final avait vraiment du mal à... Donc là, il y a peut-être effectivement un gros effort pour améliorer la réception, hein, y compris dans toutes sortes de logiciels, y compris chez le pharmacien. Enfin, je crois que là, je suis complètement d'accord avec elle. Alors, je dirais qu'à côté de ces problèmes qui sont des problèmes à la fois techniques, à la fois des problèmes d'acculturation, de formation, aussi je dirais des enjeux pour faire comprendre les gains potentiels que peuvent avoir ces technologies. Il y a un point qui nous ressort beaucoup, à la fois dans le public et dans le privé, qui n'est pas du tout anodin, qui est un gain aussi sur les relations de pouvoir entre acteurs à l'intérieur d'un système. Introduire une nouvelle technologie, c'est pas simplement introduire un processus neutre qui va permettre de mieux travailler entre les acteurs. C'est aussi venir remettre en cause des habitudes. C'est aussi menacer des positions de force. C'est aussi mettre en difficulté certains acteurs. C'est aussi une opportunité pour des acteurs faibles de prendre le pouvoir. Moi, je vais vous prendre deux exemples. Un exemple qui n'a rien à voir avec le domaine de la santé. J'ai fait une grosse étude sur la digitalisation dans l'une des plus grandes banques françaises. Cette banque française, le service DSI, grosso modo, il avait envie de transformer cette banque française en société de tech qui, par ailleurs, fait de la finance. Et les gens de la DSI ne voulaient plus simplement considérés comme de simples instruments ou services support pour les banquiers et affirmer eux-mêmes faire et avoir les compétences des banquiers. Donc ça fait des frictions. Et c'est la même chose dans le monde de la santé? Alors, deuxième exemple, j'ai étudié un certain nombre de grands essais de médecine personnalisée avec des traitements très innovants sur le cancer. La place qu'ont pris les bioinformaticiens est absolument considérable. Les bioinformaticiens ne se concentrent plus dans ces projets comme des simples constructeurs d'infrastructures qui vont être utilisés par les chercheurs. Ils veulent contribuer à définir la stratégie de recherche elle-même. On a un des grands essais de médecine personnalisée il y a 2-3 ans qui est aux États-Unis. Le PI, le principal investigator, c'était précisément un bioinformaticien. Donc, c'est juste pour vous donner deux exemples, mais les outils digitaux, ça met parfois de la lumière et de la transparence sur des choses qu'on préfère garder opaques. Ça complexifie au contraire d'autres choses qui deviennent du coup opaques. Voilà, donc c'est important quand on pense à ces histoires d'appropriation, quand on pense à ces histoires de pénétration du digital dans les organisations et entre les personnes,
de prendre aussi en compte ces résistances qui ne sont pas simplement des résistances de gens qui résistent au changement. Oui, on vient bousculer les rapports de force établis, bien sûr. Exactement. Oui, Voilà. mais Oui, Lydie ? oui, je pense aussi qu'il ne faut pas tout complexifier non plus, sur le terrain, je parle. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, et l'exemple du premier confinement est un bon exemple, apprendre à faire beaucoup plus confiance aux professionnels de santé pour s'organiser entre eux. Quand on s'est retrouvés pendant le premier confinement, sans possibilité de soigner en présentiel, ils se sont organisés. Je ne dis pas que la téléconsultation pure et dure, pas du tout, c'est pas du tout la pratique qui a été faite, mais ils se sont organisés. On a levé le réglementaire, on a levé tous les freins qu'il pouvait y avoir. La seule question qu'ils avaient, rejoint un peu, ils m'appelaient toute la journée. Madame, quel est le bon outil? Quel outil je dois choisir? Et je répondis, il n'y a pas de bon outil, ils sont tous bons. Il y a un objectif de soin. Et c'est l'objectif de soin qui détermine pour vous, médecins, est-ce que vous avez besoin d'écouter le cœur? Est-ce que vous avez besoin d'un remettre? Est-ce que vous avez besoin? À partir de là, vous aurez besoin d'un assistant de téléconsultation, infirmier ou pharmacien. Ou si vous faites que de le 15, vous n'avez pas besoin de tout ça. Un bon système de visio au téléphone suffit. En fait, il faut adapter l'outil à un objectif, en fait. Et là, du coup, Bernard, c'est finalement ce que vous avez fait sur votre territoire. Parce que pour moi, il y a un troisième exemple. Là, on en a cité deux très grands, plus toutes les illustrations qu'a donné Lydie. Mais sur votre territoire, vous l'avez fait aujourd'hui. Commencez à mettre en œuvre ce numérique en fédérant toutes les énergies sur un territoire et en plus avec des promesses très poussées. L'intelligence artificielle, on dit souvent que c'est l'avenir, mais chez vous, c'est déjà le quotidien. Tout à fait, oui. Nous, on a développé un certain nombre de solutions, donc des solutions qui fonctionnent tous les jours. Je peux en citer deux. La première, c'est la connaissance des flux des urgences prédictives, la connaissance prédictive des flux des urgences, mais aussi de la manière dont les patients, c'est 30% des patients qui rentrent à l'intérieur de l'hôpital en étant passés par les urgences et qui vont se répartir dans différents types de pathologies à l'intérieur de l'hôpital. Ça, c'est un sujet qu'on est en train de traiter et demain, on pourra gérer, par exemple, l'occupation des lits au fil de l'eau. Et là, c'est très concret. L'hôpital est organisé autour de ce système. Tout à fait. Ce n'est pas juste un POC dans un coin, une preuve de concept. Non, non, c'est un outil avec des applis sur smartphone, etc. Enfin, et finalement, le dialogue s'établit de façon différente grâce à l'outil. Il change. La nature du dialogue, c'est un dialogue médical ou sur le soin, mais grâce à l'outil, il y a une mise en évidence transparente d'un certain nombre de données qui sont partagées de façon au fil de l'eau. Donc du coup, les professionnels peuvent se parler de la même chose au même moment. Ça, c'est intéressant. Deuxième sujet, on est en train de développer, on finit de développer un algorithme sur la sécurisation de la prescription médicamenteuse. Et pour faire court, il y a 4% de prescriptions qui méritent vraiment une attention de pharmacie clinique, c'est-à-dire d'une intelligence qui va bien au-delà de savoir si deux médicaments sont compatibles ou pas compatibles. Et ça, c'est important de le souligner, c'est aussi un outil qui rentre dans la pratique de tous les jours. Je reviens sur ce qui a été dit aussi pour dire pourquoi on a choisi de mettre de l'IA tous les jours à l'intérieur de l'hôpital à Valenciennes. D'abord parce qu'on était exonéré d'être intelligent, parce qu'on n'a pas le niveau universitaire. On n'est pas universitaire, on est un centre hospitalier général. Donc je me suis dit, ça tombe bien, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la médecine de tous les jours. Et donc, grâce à ça, on a pu développer un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est de savoir en quoi l'intelligence artificielle impacte les pratiques. On vient d'en parler. Le docteur, le soignant, c'est quelqu'un qui, du fait même de la présence de cet outil, va modifier sa façon de faire au moment où il fait. Si ça se répète, il va changer de métier. C'est-à-dire que, par exemple, on nous promettait 40% pour les radiologues de gain de temps. S'il a 40% de gain de temps, qu'est-ce qu'il en fait de ces 40% ? Et ensuite, oui, mais s'il se déplace dans le système, lui, le manipulateur radio, le service des urgences qui demande la radio et le service qui va recevoir le patient après les urgences, l'organisation va changer. Pourquoi ? Parce qu'un acteur, on pourrait imaginer qu'un seul acteur qui se déplace commence à remettre en question la chaîne
la chaîne de la coopération. Ça, c'est un point vraiment très important. Nous, on y est, on le fait. Et en même temps, on a décidé de faire 2 études, l'une par une sociologue et l'autre par une DRH, sur comment l'intelligence artificielle a pénétré l'imagerie d'abord. Et donc, on a interrogé les personnes, et les médecins en particulier, mais pas que, avant l'introduction de l'IA, pendant l'introduction de l'IA, et aujourd'hui, on les interroge après l'introduction de l'IA, et on regarde quel est leur vécu autour de ça, avec des études qui sont scientifiques, évidemment, qui touchent à la psychologie du travail, qui touchent à la sociologie des organisations, et on essaye de voir quels sont les déterminants qui vont nous permettre, peut-être demain ou après-demain, de participer à des travaux plus élaborés au niveau Donc là, national. très concrètement, on voit un usage de l'IA à l'échelle d'un hôpital qui vient profondément changer l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital. C'est ce qui permet de tirer un gain. Donc on revient, du coup, Lydie et Henri, sur cette idée qu'il faut agir en profondeur sur la transformation du système. Donc très rapidement, un mot pour conclure de votre part, Lydie et Henri. Ce serait quoi les grands sujets à mettre sur la table pour nos réflexions du think tank dans l'année qui vient? Lydie? Très rapidement. Comment préparer les professionnels de santé aux transformations, à l'impact du numérique sur leur pratique professionnelle? Henri? On va vraiment être dans la même veine, parce qu'une perspective tout à fait complémentaire qui est, pour pouvoir préparer ces professionnels, faire exactement ce qui est fait à l'hôpital de Valenciennes, c'est-à-dire étudier concrètement la façon dont ça transforme les pratiques. Alors je rajouterais et les relations entre professionnels, oui, pas simplement les pratiques, mais les relations entre professionnels, avec quel type de conséquences, voir les endroits, comprendre les déterminants de là où ça a marché et les déterminants de l'échec pour pouvoir encore améliorer cette acceptation. Voilà. Et là où ça a marché, comme on va encore plus loin du coup, Bernard, et on va conclure là-dessus, chez vous, ça sera quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'élargir l'utilisation des algorithmes à une série. On est 12 établissements dans le groupement hospitalier, donc de l'élargir au groupement hospitalier pour un certain nombre de pratiques. Et on commence à travailler des algorithmes sur, par exemple, la prise en charge du diabète, et donc en travaillant avec la médecine de ville et les nouvelles organisations, les CPTS, donc des univers qui sont concentrés autour des différents acteurs de la médecine de ville. Donc on a vraiment des sujets très intéressants à suivre. On aura l'occasion d'y revenir cette année avec vous. Et là, on a dégagé quelques pistes intéressantes. Donc merci à vous pour cette table ronde. Et c'est que le début. Donc on va se revoir dans le cadre de ce think tank et repartager avec vous des réflexions, mais aussi des actions et des retours d'expérience. À très bientôt. Merci.